Arabes, des musulmans et des chrétiens, des journalistes qui ont la conviction d'être les porte-voix des opprimés. On est tous très fiers de travailler pour Al Jazeera. Parce qu'Al Jazeera appartient au peuple du monde arabe. Et je crois que chacun dans le monde arabe a ce sentiment. Et la population attend qu'Al Jazeera soit toujours là pour elle. Au cœur de l'événement, Al Jazeera s'invite chaque jour dans 50 millions de foyers arabophones. Pour son rédacteur en chef, la clé du succès, avoir donné la parole à la rue. Avant, les télés arabes appartenaient au gouvernement. Elles diffusaient la propagande d'État. Et puis Al Jazeera est arrivée en tant que chaîne indépendante, professionnelle, et elle a proposé tous les points de vue, toutes les positions. Et Al Jazeera ne diffuse pas qu'en arabe. Dans le bâtiment juste en face, la petite sœur anglophone, lancée en 2006. This is Al Jazeera. It's November the 15th, day one of a new era in television news. We'll also go... Dès son lancement, la chaîne avance ses cartes. Des journalistes déployés partout à travers le monde. Très expérimentés, la plupart sont recrutés à CNN ou à la BBC. Et même à France 24, la chaîne internationale française. Depuis 2 ans, cette Française est un des visages d'Al Jazeera en anglais. Ici, c'est vraiment le cerveau, le central nerve, le cerveau de l'antenne. C'est ici que tout se passe. Quand Al Jazeera est venu la chercher, Folie Batibo n'a pas hésité longtemps. Les salaires sont très bons. Je pense que, comme toute personne qui vient travailler au Qatar, c'est un attrait, c'est sûr. On s'occupe, comme on dit ici, chez nous, Al Jazeera, they take care of you. Voilà, parce qu'on they take care of you, on est bien payé, l'école des enfants est prise en compte, on est logé. De bons salaires, mais pas seulement. Si la chaîne attire des signatures, c'est aussi par son professionnalisme. Et pour Folie, Al Jazeera n'a pas de leçons à recevoir. On sait que c'est une chaîne sérieuse, c'est une chaîne qui a une certaine réputation. Surtout la chaîne en anglais, je veux dire, je pense qu'on est au même niveau que les grandes chaînes internationales comme CNN ou la BBC. On couvre l'info d'une autre manière, justement, parce qu'on a envie de changer un peu aussi. On a toujours vu l'info selon la perspective de Londres ou de Paris ou de Washington. Et là, on a une autre perspective du Sud, un autre regard sur l'info. La rédaction anglophone est totalement indépendante de la rédaction arabophone. Les fausses jumelles s'échangent des images, parfois des informations, mais guère plus. Le rédacteur en chef, un ancien de la chaîne britannique ITN, revendique une identité éditoriale différente. Or, la différence est très simple, ce n'est pas le même public. Al Jazeera en anglais s'adresse aux anglophones à travers le monde. Al Jazeera en arabe vise les arabophones, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'Al Jazeera en arabe a plus de reportages sur ces régions, alors qu'Al Jazeera en anglais est plus international, pour coller à son public. Édition de la mi-journée. Hello, welcome to the News Hour. I'm Folie Batibo with your World News live from Doha. Ce jour-là, à la une, les manifestations des indignés en Europe. Des journaux basés sur les directs avec les correspondants. 70 bureaux permanents à travers le monde, c'est 2 fois plus que la concurrence. Al Jazeera en a fait sa force de frappe. Le Caire, la plus grande des capitales arabes. Depuis la chute de Moubarak, des dizaines de chaînes d'information se sont créées, mais Al Jazeera reste la référence. C'est le premier jour des présidentielles, des élections libres, une première historique en Égypte. Pour cet événement, la chaîne anglophone déploie 4 correspondants. So I just wanted to know who the presenter is, if there's any particular angle that they want to hit. La journaliste appelle Doha. Elle doit assurer les directs toute la journée. Shirin Tadros, égyptienne formée à Londres,
est permanente au Caire et couvre le Moyen-Orient depuis 6 ans. Nos équipes ne sont pas parachutées ici. On est toujours là au long cours. On est là avant l'événement, pendant, et on reste quand tout le monde part. Et c'est pour ça que les gens font confiance à ce que l'on dit. La reporter va faire ses directs devant ce bureau de vote. Son équipe l'attend. Un garde du corps également. La discrétion est de mise. Pas de logo Al Jazeera, ni sur la caméra, ni sur le micro. En fait, Al Jazeera est une chaîne controversée. Parce que tu es Al Jazeera, il y a des gens qui vont t'ouvrir leur maison et te donner un accès incroyable que personne d'autre n'aura. Mais actuellement en Égypte, c'est soit l'amour, soit la haine. Et avec ceux qui ne t'aiment pas, c'est très difficile de travailler. Ils peuvent débarquer en plein direct, se mettre à crier et tout interrompre. La chaîne est devenue la bête noire des partisans de Moubarak. Dans ses bureaux au cœur du Caire, Mike Hanna est venu en renfort pour les élections. Ce reporter a aussi couvert la révolution égyptienne. 24 heures sur 24 sur la place Tahrir, malgré les coupures satellites imposées par le régime, la chaîne a montré le peuple en colère, la violence, la répression. Al Jazeera, que Moubarak appelait avec mépris la boîte d'allumettes, a couvert la révolution en direct. Et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Retour au bureau de vote avec Chérine. Aujourd'hui, Al Jazeera ne plaît pas à tout le monde, mais bon nombre d'Égyptiens lui sont reconnaissants. Pour eux, elle a joué un rôle clé dans la chute de Moubarak. C'est grâce à Al Jazeera que la révolution a réussi, parce que nous, on ne savait rien de ce qui se passait place Tahrir. C'est Al Jazeera qui nous a informés. On ne connaissait pas l'ampleur du mouvement, et c'est grâce à elle que les gens ont continué à venir place Tahrir. On ne savait rien. Les gens mouraient place Tahrir et les chaînes nationales diffusaient des images du Nil. Moi, personnellement, je suis fan. Ce que tu ne sais pas, Al Jazeera te le dit. Ce qui est caché, Al Jazeera te le montre. Al Jazeera a donc joué un rôle en Égypte, mais aussi en Tunisie ou en Libye. Ses détracteurs l'accusent même d'avoir mis de l'huile sur le feu et d'avoir mobilisé les foules. Une mobilisation orchestrée avec ses clips coup de poing, ses slogans montés en boucle, efficaces, parfois ambigus. Acteur majeur, Al Jazeera aurait-elle précipité, voire dicté, la chute des régimes autoritaires? On n'a pas pris parti, mais l'événement était énorme. C'était impossible de faire l'impasse sur ce qui se passait. Et si vous couvrez cela de manière intensive, les gens pensent que vous soutenez la révolution. Siège de la chaîne à Doha, rédaction anglophone. La journaliste Oda Abdelhamid est au montage. Elle rentre tout juste de Libye avec un scoop. Un contact à moi en Libye, un jour m'a dit « j'ai quelque chose pour toi ». 1200 conversations téléphoniques entre Kadhafi et son cercle rapproché. Un document récupéré grâce aux connexions d'Al Jazeera sur le terrain. Certains parlent même de connivence avec les islamistes au pouvoir. On nous raconte la chaîne des islamistes. Moi, je leur dis, vous voyez, je suis islamiste, c'est clair. Quand je travaillais à la télévision américaine et qu'on voyait le Moyen-Orient, c'était au temps de la guerre de l'Irak et tout ça, c'était la même chose. On était les CIA, on était le porte-parole de la Maison-Blanche, de Bush, etc. Pourtant, quand on regarde l'antenne arabe, des questions se posent sur la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Chaque semaine, dans son émission La Charia et la vie, le très influent et controversé Cheikh Al-Qardawi, interdit de séjour en France depuis peu, délivre des messages radicaux sans aucune censure.
تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم. الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه. ارحم يا مبارك، ارحم هذا الشعب، يكفيك 30 سنة. Instrument d'influence, Al Jazeera a fait connaître le Qatar dans le monde entier. La chaîne est d'ailleurs directement financée par l'émir avec un budget top secret, ce qui explique certaines de ses limites, surtout lorsque l'information se rapproche du Qatar. C'est le cas pour la révolte au Bahreïn. Si Al Jazeera en anglais a réalisé un documentaire sans concession montrant la révolte et la répression, ce reportage exceptionnel n'a jamais été diffusé sur la chaîne arabophone. Bien sûr, Al Jazeera en arabe parle aussi du conflit. Elle montre des images, mais la couverture est beaucoup plus timide. Rien à voir avec le traitement des autres révolutions. Pour ce spécialiste de la chaîne qatarienne, sur Bahreïn, Al Jazeera joue les funambules. Qu'elle doit tenir compte d'une manière précise des calculs de la diplomatie qatari et de sa volonté de ne pas mécontenter l'Arabie Saoudite, de ne pas trop favoriser donc les révolutionnaires bahreïnis qui pourraient donc renverser la monarchie et transformer la donne donc politique dans le pays du Golfe. Tenir les révolutions loin du Golfe, le casse-tête de l'émir qui a encore de grandes ambitions pour sa télévision. Après le serbo-croate, Al Jazeera va lancer sa chaîne en swahili et en turc. Dans le hall de la rédaction, un hommage à ses correspondants morts sur le terrain. Des journalistes héros, martyrs ou simples témoins au service d'une autre vision de l'information. Alors y a-t-il des ambiguïtés? Nous rencontrons Naoufel Brahimi. Il publie Printemps arabe, une manipulation. Le Qatar a-t-il un agenda caché, des arrière-pensées lorsque par exemple il soutient les révolutions du printemps arabe? Lorsqu'il fournit des armes aux civils, hier en Libye, ou aujourd'hui à ceux qui se battent en Syrie contre le président Bachar el-Assad? Naoufel Brahimi pointe le rôle trouble du Qatar et de sa chaîne d'information Al Jazeera. Mais est-ce que Al Jazeera était le bras armé de la politique du Qatar au moment de tous ces printemps arabes? Al Jazeera, c'était le ministère bis des Affaires étrangères pour ce printemps arabe. Et quand on voit le résultat des courses, le ministre des Affaires étrangères tunisien a été longtemps directeur d'un département d'Al Jazeera. Le ministre de l'Information libyen, qui était porte-parole du CNT, a été salarié d'Al Jazeera. Et quand on voit le printemps arabe issu des élections, je dis toujours que Al Jazeera, c'était la direction des ressources humaines de la Tunisie, de la Libye et un peu de l'Égypte. Mais une télévision peut faire des révolutions comme ça? Elle les accompagne, elle les catalyse. Et ensuite, pour citer Lénine, l'étincelle, c'était l'imam Al-Qaradawi, qui est l'imam vedette d'Al Jazeera, qui a commencé par élever Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'est immolé au rang de martyr, qui a lancé une fatwa pour assassiner Kadhafi, qui a lancé une fatwa pour le djihad en Syrie. Les deux ensemble, et on ajoute la puissance financière du Qatar, ça fait les trois éléments de puissance. Et quel est l'objectif politique du Qatar en soutenant ces printemps arabes? L'objectif politique du Qatar est la promotion d'un islam modéré. Les dictateurs ne sont plus viables en l'état. Et là, c'est devenu insupportable, même pour les États-Unis. Et là, on donne un islam modéré qu'on met au pouvoir, qu'on rend fréquentable et présentable à l'opinion internationale. Le Qatar, en soutenant ces révolutions arabes,
essaye de damer le pion d'une certaine manière à l'Arabie saoudite et de se faire bien voir éventuellement aux yeux de l'Occident également, de devenir la référence? Oui, après l'effondrement de l'Égypte, le monde arabe a toujours besoin d'un pays de référence centrale. Et là, le Qatar est candidat, d'une manière un peu trop visible. Est-ce qu'il y a un agenda caché sur le plan politique de la part des autorités qatariennes? L'agenda qui n'est pas très caché, c'est de se rendre un allié incontournable, ce qui est l'assurance vie. Lequel? L'allié incontournable de l'Occident, des États-Unis. C'est un allié qui soulage le trésor public américain parce que les Américains ne payent pas à ces révolutions-là. C'est un allié qui se met en avant, donc les Américains ne sont pas sur un sujet choc des civilisations. Et c'est un allié qui a des ressources en termes de production de discours religieux plus crédibles que les discours religieux qui seraient produits en sous-main par les Américains. Et c'est pour cela que les Américains ont installé leur base au Qatar? Ils ont transféré leur base d'Arabie Saoudite au Qatar. C'est une victoire pour le Qatar, ça? C'était une victoire pour le Qatar et mécaniquement une défaite pour l'Arabie Saoudite. On a raison de faire confiance aux Qataris, nous l'Occident? À ce point-là, peut-être pas. C'est qu'il n'y a aucune distance et il n'y a pas d'analyse à long terme. À long terme, si on veut vraiment promouvoir des valeurs de démocratie universelle, le Qatar n'est pas le vecteur le plus indiqué. Ce n'est pas une grande démocratie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça l'a jamais été. C'est un régime qui survit à des coups d'État et qui a vécu par des coups d'État. C'est le coup d'État permanent avant la lettre. Donc vous dites, attention, aujourd'hui le Qatar, ça nous arrange bien, ils ont beaucoup d'argent, une politique qui nous convient, mais à long terme, ça peut être dangereux. À long terme, ça peut être dangereux, oui. L'économie, la politique, les médias, mais le Qatar investit aussi beaucoup d'argent pour entretenir ses passions. Depuis des siècles, ici, on a toujours adoré les chevaux. Dans les haras Al-Shakab, les haras nationaux, les pur-sangs bénéficient de conditions d'entraînement exceptionnelles. Le cheval, c'est une passion, mais c'est aussi un marché juteux. Ces chevaux qu'on élève avec soin sont de véritables stars. Ils seront revendus des fortunes partout dans le monde, ou sillonneront la planète en quête de victoires sur les champs de course les plus prestigieux, comme le prix de l'Arc de Triomphe, dont le Qatar est devenu le principal sponsor. L'Émirat investit des sommes colossales dans tous les sports, et notamment dans le football. On en sait quelque chose en France avec le rachat du Paris Saint-Germain. Le Qatar organisera même la Coupe du monde de football en 2022. Le sport, c'est un formidable outil de communication pour l'image de l'Émirat. C'est aussi un levier de puissance et d'influence. Reportage de Philippe Lespinasse et Mathieu Drojoux. Parmi les nouveaux quartiers que Doha gagne sur le désert, l'ensemble sportif Aspire est une ville à lui tout seul. Des stades climatisés, des gymnases, des équipements ultramodernes et une clinique du sport aux moyens colossaux, la clinique Aspetar. Ici viennent se faire soigner les stars du ballon rond, Ronaldinho, Drogba et le gratin du sport mondial dans toutes les disciplines. À l'origine de cette clinique, un Français, ancien médecin du PSG. On a une piscine là-bas qui est une piscine de réhabilitation dont le plancher varie aussi pour faire des parcours de soins, mais aussi pour permettre aux patients hospitalisés de ne pas utiliser l'échelle. Une piscine avec ascenseur. Des machines uniques. Rien n'est trop beau pour Aspetar. Là-bas, c'est des tapis roulants avec des jupes qui permettent en fait d'avoir une pression contraire à la pression atmosphérique, ce qui fait que les gens courent un peu sans l'effet du poids. Donc on supprime la gravité, quoi. J'ai été contacté dès 2001 à peu près en fait, pour réfléchir à un projet de ce type avec les gens du Qatar. C'est un projet que tout médecin du sport et tout passionné de sport et de médecine du sport rêve d'avoir un modèle à cette échelle. Médecin et directeur, Hakim Chalabi n'achète pas seulement des machines,
mais aussi des hommes, et recrute ce qui se fait de mieux dans tous les domaines de la médecine. Alors j'en profite pour vous présenter un de nos grands chirurgiens orthopédistes qui s'appelle le professeur Nebojša Popović. Nebojša Popović, chirurgien du genou mondialement connu et légende vivante du handball, champion olympique avec la Yougoslavie en 1972. On rencontre aussi des intervenants prestigieux. Gérard Saillant, chef du service traumatologique de la Pitié-Salpêtrière, il est l'homme qui a opéré Michael Schumacher et sauvé le genou du footballeur Ronaldo. Mais ce n'est pas l'argent qui ferait venir tous ces spécialistes, c'est le projet. Tout est orienté autour du sport, pas forcément à but lucratif, contrairement à ce que les gens pensent, pas forcément du côté bling-bling, mais vraiment parce qu'il y a une vraie dynamique et une vraie passion autour du sport qui nous est bénéfique en termes de médecine du sport, puisqu'on participe à cet élan. Il n'y a pas que l'argent, nous dit-on, mais ça peut servir, surtout dans le monde du sport. État lilliputien, le Qatar héberge un grand prix moto, un master de tennis, des tournois exhibitions richement dotés. Le pays a organisé en 2006 les Jeux asiatiques, quasi équivalents des Jeux olympiques en nombre d'épreuves. En 2015, le Qatar organisera la Coupe du monde de handball, chippée à la barbe de la France. Encore plus fort, le 2 décembre 2010, la Fédération internationale de football accorde l'organisation de la Coupe du monde 2022 au 105e pays dans le classement mondial des équipes. Pour soutenir sa candidature, Doha s'est payé les plus grandes icônes. Quand j'étais petit, à Castellane, j'habitais à la zone. Quand je pense à tous ces jeunes, tout est possible. Vise à l'excellence, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Et là, on y arrive. Pep Guardiola, l'ancien entraîneur mythique du FC Barcelone, est aussi de la partie. Il a fini sa carrière de joueur au Qatar. Et même l'écologiste Yann Arthus Bertrand donne de la voix. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022. Le Qatar avait en partie financé Home, le film de l'écologiste. À ceux de la commission qui se demandent comment on pourra jouer au football par 50 degrés, le dossier répond par une dizaine de stades géants, entièrement climatisés, démontables et écologiques, sans préciser ce que cela veut dire. À Doha, il existe déjà un complexe climatisé, l'Aspire Dome. Ici, c'est le stade de football couvert, accrédité par la FIFA. Il est entièrement climatisé, ce qui veut dire que quand il fait plus de 40, voire 50 degrés à l'extérieur, notamment en juillet et en août, à l'intérieur, il fait seulement 24 degrés. Le coût de la facture énergétique ne sera pas communiqué. Le plus grand chapiteau climatisé du monde abrite une piste d'athlétisme, une piscine olympique et un stade de football avec 6000 places assises. Un équipement ultra moderne, beau, frais et la plupart du temps vide. Les Qatariens préfèrent regarder le sport à la télé. Diffusée dans tous les pays du Golfe Persique, l'émission Majlis parle de foot et rien que de foot, tous les soirs. Le foot d'Europe surtout, et un peu celui du Qatar. Superstar médiatique, Khalid Jassim est le présentateur de l'émission. Le principe de Majlis, c'est de représenter un salon typique. On discute, on boit, on mange. Il y a des chroniqueurs qui sont chacun des stars ou des célébrités et qui viennent de tous les pays du Golfe. Du Qatar, des Émirats, d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Amman ou du Bahreïn, de tous les pays de la région. Au moment de l'obtention de la Coupe du Monde, nous avons gardé l'antenne de 4 h de l'après-midi à 1 h le lendemain, non-stop, 18 heures d'antenne. 18 heures d'antenne en direct. Et comme à la maison, on n'hésite pas à chambrer. Alors lui, c'est Ali Selman. Il a mis 2 buts à la France à Los Angeles en 1984 pour les Jeux Olympiques.
Et lui, il est d'Arabie Saoudite. Le club qu'il soutient perd tout le temps. Regardez-le, il gagne jamais. En plateau, les chroniqueurs mangent, boivent et prient pendant que l'émission continue. L'obtention de la Coupe du Monde par le Qatar fut aussi vécue par les pays du Golfe et tout le Maghreb comme une reconnaissance. Quand on a eu la Coupe du Monde, tout le monde était fou de joie, les enfants, les adultes. C'était un rêve pour nous. Et nous avons énormément travaillé pour obtenir cette Coupe du Monde. Enthousiasme manifeste des chroniqueurs pour l'actualité sportive. Mais les réalisateurs de l'émission s'arrachent les cheveux. Leur plan large du championnat qatarien ne montre que des tribunes vides. On ne peut rien y faire. Oui, c'est un vrai problème. Nous en parlons, nous encourageons les spectateurs à aller voir les matchs, à y assister en direct et à voir ce que c'est en vrai. Nous disons à nos spectateurs que les matchs seront plus intéressants et les joueurs plus motivés. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais comment remplir les stades alors? Comment stimuler la ferveur populaire? La fédération de football s'est rapprochée des entreprises du bâtiment afin qu'elles fournissent des figurants pour remplir les tribunes. En échange d'un maillot et d'un repas, la main-d'œuvre immigrée sera conviée à assister à des matchs afin de simuler des stades pleins de supporters. En conclusion, les spectateurs qatariens regarderont à la télé des joueurs de foot étrangers ou naturalisés jouer devant des figurants immigrés. Tout est question de moyens. C'est beau le sport. En attendant, la Régisson fait des essais et envoie l'hymne de la FIFA. C'est pour dans 10 ans, mais on répète déjà. Devant ces tribunes vides, on est en droit de se demander pourquoi le Qatar fait autant d'efforts en matière de sport. Pour ce spécialiste de géopolitique, le Qatar, coincé entre deux puissants voisins, l'Iran et l'Arabie Saoudite, utilise le sport comme le meilleur des boucliers. Lorsque le Qatar investit dans le sport, il ne se paye pas une danseuse. Ce n'est pas pour faire plaisir à la famille régnante que l'on investit dans le sport. C'est également un calcul de long terme. Investir pour exister, pour être un point sur la carte, pour se faire connaître. Et cela, dans un monde globalisé, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a effectivement les médias, Al Jazeera et le sport qui est immédiatement connu dans le monde entier, qui a une image positive, qui a une image valeureuse, sympathique et en tous les cas très populaire. Et donc, en investissant sur le sport, le Qatar est un endroit sur la carte. L'émir du Qatar, l'émir actuel, un jour est allé en Angleterre et à la douane, il n'était pas encore sur le trône, à la douane on lui a demandé où était le Qatar, qu'était ce pays. Plus personne, plus aucun douanier aujourd'hui ne poserait cette question. Ainsi, dans cette gigantesque entreprise diplomatique et sportive, le Qatar sponsorise plusieurs équipes européennes. Le FC Barcelone, l'équipe de Malaga et convoite Manchester United pour 2 milliards d'euros. En France, l'Émirat s'est acheté le Paris Saint-Germain pour 300 millions d'euros, une bouchée de pain, et convoiterait même le Stade de France pour y faire jouer son équipe. Objectif, créer rapidement et de toutes pièces un grand club européen, en achetant des joueurs de classe mondiale, comme Thiago Silva, capitaine de l'équipe du Brésil, et la superstar suédoise Zlatan Ibrahimovic. Record des transferts en Ligue 1 et salaire de 14 millions d'euros par an, net d'impôts. Dans la foulée, Qatar Sport Investment achète le PSG Handball et recrute comme à son habitude une pléiade de stars, dont 3 joueurs français champions olympiques. Lucas Ballot, Didier Dinard, Samuel Onrubia. Et pour compléter cette nouvelle Dream Team du handball, le joueur actuellement considéré comme le meilleur du monde, le Danois Mikkel Hansen. Dernière venue parmi les chaînes de télé, beIN Sport, la chaîne sport d'Al Jazeera, qui achète des matchs et vient concurrencer TF1 et Canal+ sur leur terrain. Le Qatar a les moyens de ses ambitions et comme le dit le cheikh sultan Al Thani, celles-ci ne sont pas que sportives. L'argent, ça aide à achever les buts.
Mais l'argent sans vision, ça sert à rien. Et nous, on a une vision. Et on ne jette pas l'argent pour n'importe quoi. Nous, les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Alors on a commencé vraiment du plus bas. Et bien sûr, avec la vision et aussi l'argent, on a pu communiquer notre message. Le Qatar avait déjà investi des milliards d'euros en France avant l'achat du PSG à l'été 2011, on en parlait très très peu. Le simple achat du club de la capitale avec, il est vrai, la Tour Eiffel sur l'écusson et puis le club dont on parle a donné une visibilité médiatique sans commune mesure avec les investissements précédents du Qatar. Mais c'est toujours un peu pareil dans le sport. Finalement, le FC Barcelone, c'est une PME à l'échelle économique, c'est plus connu dans le monde que Pepsi Cola. Dans sa quête de reconnaissance et de visibilité, le Qatar ne peut que continuer sa course en avant. Retour à Doha, où dans le centre-ville trône le bâtiment du comité olympique, sorte de super ministère des sports dirigé par le prince héritier dont la stratégie consiste à obtenir les Jeux olympiques, tôt ou tard. Christian Dumont a déjà supervisé la construction d'un stade olympique, le fameux Nid d'Oiseau, à Pékin. C'est lui qui est en charge de l'organisation des futurs travaux pour une grande compagnie du BTP. C'est peu dire qu'il va y avoir du boulot. Là, nous sommes pratiquement en plein sur la future arena. Là où on est sera le centre de cette arena qui fera à peu près, je sais pas, 120-130 mètres sur 80-90 mètres. Hein. Juste ensuite, là, donc, dans cet alignement-là, on aura tout ce qui est cycliste, c'est-à-dire il y aura le vélodrome, il y aura le vélodrome. Là seront construits tout ce qui est ouvrage pour accueillir la natation synchronisée, la fosse pour les plongeons. Là, ce sera VTT. Ils vont reconstruire carrément des petites collines hein, pour accueillir les épreuves de VTT. Il y a une autoroute qui passe, hein, mais c'est tout. Alors qu'il est prévu donc que ce site soit desservi par le métro, puisque le métro va aller à Al-Ror, une ville qui est maintenant à peu près d'ici à 25 km plus au nord. Hein. Donc il y a ce métro à construire. Il y a puis toutes ces installations. Ça laisse songeur, ça laisse rêveur. Devant le stade Aspire, 3 travailleurs philippins entretiennent les anneaux olympiques à grand renfort de seaux d'eau. Problème, la candidature du Qatar vient d'être retoquée pour la 2e fois par le comité olympique. Ce n'est sans doute que partie remise. L'émir a dit qu'il était plus important d'être membre du CIO que de l'ONU. Sur les bords du golfe Persique, un parc d'attractions quasiment abandonné. Presque comme un mirage au milieu des gratte-ciel. Et si le Qatar était comme eux? Si ces poissons et ces crustacés en carton-pâte avaient grossi trop vite? Si les chantiers de la Coupe du Monde sonnaient le chant du cygne? C'est l'histoire qui jugera. Une fois tarie la source de sa richesse, l'émirat mourra-t-il asphyxié d'avoir vu beaucoup trop grand? Ou profitera-t-il paisiblement pendant longtemps d'avoir su si bien préparer l'avenir? Voilà, c'est dans ce décor un peu surréaliste et par un petit 40 degrés à l'ombre que se termine notre voyage à travers le Qatar. Merci beaucoup à Patrick Boité qui a préparé cette émission avec l'aide d'Isabelle Ledizé, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé avec Georges de Genevray et Stéphane Morelli. Nous nous retrouverons dans quelques mois pour une 39e édition et d'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir.